Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, review très important, car en effet, hier se déroulaient les matchs de Championship, les Championship Games des différentes conférences du college football que nous allons vous décrypter. Mais avant, nous avons d'autres choses, comme d'habitude, les petites infos du début. Alors, comment vous dire, il y a eu beaucoup de transferts, voilà, beaucoup de joueurs qui ont décidé d'aller dans une autre fac, un autre programme. Ça, on fera un épisode plutôt pendant l'off-season pour vous en parler. Ça, plus tous les nouveaux commits, les nouvelles classes de commits de chaque équipe. Donc, on en profitera pour vous en parler plus tard. Juste du côté de Tennessee, on fait des bisous à notre pote Vols France, Tennessee France sur Twitter, qui malheureusement se retrouve un peu en difficulté car certains entraîneurs de Tennessee sont sous le coup d'une enquête pour avoir recruté de manière illégale plusieurs joueurs. Voilà, on se rappelle de la classe fantastique de commit à Tennessee. Alors, il y en a qui ont changé, qui ont décidé de ne pas y aller finalement, mais de commit à Tennessee en début de saison, on se disait que c'était incroyable. Mais bon, il faut croire que les recruteurs et les coachs se sont fait pincer. Donc, on en saura plus, je pense, dans les semaines qui arrivent. Et tout de suite, avant toute chose, eh bien, on a en exclusivité cette fois-ci, d'habitude on l'a pas, mais là on l'a, le classement du comité du des college football playoffs, le top 25, qui indique les 4 équipes qui seront en playoff cette année. Donc le potentiel vainqueur, eh bien, on va vous dévoiler ce classement de suite. En numéro 1, les amis, qui est-ce que l'on a? Quelqu'un peut me le dire, s'il vous plaît? Le Crimson Tide, Alabama. évidemment. Voilà, Alabama, 11 victoires, 0 défaites, on vous spoil. Numéro 2, et ben là aussi c'est un gros spoil, vous le comprendrez plus tard, Clemson en numéro 2. Donc on se retrouve avec de l'ACC. Numéro 3, Ohio State, 6 victoires, 0 défaites. Numéro 4, Notre-Dame. Gus, t'es content, t'es le seul d'entre nous qui s'y retrouve cette année. Ouais, je suis content. Je m'y attendais pas du tout en début d'année. Donc, même si on va jouer face à Bama, on en parlera tout à l'heure, mais je peux que me satisfaire de rencontrer Alabama en college football quand on est Notre-Dame et d'être qualifié pour les playoffs. Donc, ouais, très content. Numéro 5, donc qui ne sera pas en playoff, Texas A&M, 8 victoires, une défaite, dont une victoire face à Tennessee ce week-end. Et numéro D'ailleurs, 6, ouais. le monde, Hello, il vient de tweeter joke écrit en capital après que le comité ait dévoilé le classement. Ouais, en effet. Bah ouais, ça se comprend. Ah, il a le seum. Jimbo Fisher, là, il doit s'arracher les cheveux en ce moment. Ah oui, non mais oui, c'est certain. Ouais. Et pour la petite histoire, Texas A&M, c'est la première équipe de SEC à ne pas aller en playoff en finissant la saison avec une seule défaite. Et ben Ça prouve voilà. le niveau de la SEC. Et en numéro 6, grosse surprise, Oklahoma, oui, qui se retrouve en numéro 6. Les amis, je l'ai plus sous les yeux. Le numéro 7, c'est Cincinnati, non? Bah, à vrai dire, on n'a pas le Il n'y a pas. classement. Il En, n'est en, pas encore. en, Ils ont donné que le top 6 pendant la cérémonie de ouais, c'est ça. révélation. Là. Et on aura la suite du classement plus tard dans la soirée ou demain matin, je crois. Donc on vous le citera sur le prochain épisode sans souci. Mais en tout cas, Oklahoma qui se retrouve en numéro 6, donc une surprise. On va démarrer tout de suite avec les polémiques. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce classement? Guigui, je sens que tu as quelques petites choses à dire. Bah, en vrai, le seul truc qui aurait pu bouger, c'était Notre-Dame. Parce que Ohio State, apparemment, j'ai lu un truc comme quoi la présidente du comité aurait avoué à demi-mot que c'est pas. Ce qui aurait été dit, c'est que c'est pas forcément les 6 matchs qu'on joue au Ohio State qui les qualifient en playoff. Donc si c'est pas les 6 matchs qu'ils jouent, j'aimerais bien savoir ce que c'est qui les qualifie en playoff, à part Voilà, Just Les Ohio un matchs mec de State. l'année dernière. dont le Et les prénom matchs commence de par l'année dernière. Justin et dont le nom finit par Fields. Et les matchs de l'année Mais, dernière. et les matchs de l'année dernière, voilà, effectivement. Et sachant que c'est pas la même équipe, évidemment. Mais voilà, ça c'est un peu con. Après, je voyais pas, enfin, je voyais difficilement le comité mettre Texas A&M sans avoir joué de championship game. Pour être tout à fait honnête, pour moi, la seule possibilité que Texas A&M passait en playoff, c'était que Bama gagne et que Notre-Dame gagne. Où là, il serait passé, à mon avis, il serait passé devant Clemson.
Mais bon, du coup, petit spoiler, c'est pas passé tout à fait comme ça. Mais sinon, le top 6, un peu surpris de voir Oklahoma là. Après, vu les matchs ou pas matchs qu'il y a eu cette semaine, avec la défaite notamment du coup à Iowa State face à du coup à Oklahoma, et Cincinnati qui s'impose sur un field goal à la dernière seconde face à Tulsa. C'est peut-être dur de les faire passer devant Cincinnati. Moi, je trouve ça très dur, Après, hein, de ouais. faire passer Moi, Guillaume, je le une trouve 4. très très gentil. Comment ça? Attends, Bah, je le trouve- Aujourd'hui, c'est moi qui inverse. Non, mais dans le sens où aujourd'hui, Oklahoma a perdu aujourd'hui, je vais pas être 2 matchs. très, très... Ils ont perdu 2 matchs euh, face à des équipes qui ne sont pas classées. Non, mais je suis d'accord. Mais après, c'était aussi, euh, comment on dit, on sait très bien que les défaites en début de saison n'ont pas la même valeur que les défaites en fin de saison, tu vois. Et il y a eu pour Perds, Ouais, moi. mais tu perds, il n'y a Cincinnati pas, y n'a a pas pas d'autre perdu. chose. Non, mais T'as c'est pas. Cincinnati qui a Non, 9 mais victoires, 0 Non, défaites. mais gérez votre ouais, Costa on pote. Carolina, s'en 12 tape victoires, 0 début, fin de défaites. saison. Non, mais par C'est contre, tu juste perds, tu gérez votre perds. Ils pote ont parce 4 que défaites. là, Mais j'excuse pas le truc. J'essaie juste de trouver des explications. Au pire, moi, je m'en bats les couilles. Pour moi, ils disent de la merde, ils disent de la merde. Mais ça sert à rien de Guigui suivre les tout beaux, bêtement, tu vois. voyons. Non, bah c'est bon, wesh. On me demande pourquoi, je t'ai expliqué. Derrière, il y a les hooligans qui crient là. non, mais gros, mais au bout d'un moment, c'est honteux. C'est honteux. Mais c'est pas Enfin, je sais Madawa pas. qui fait le Ben oui, classement, mais je calme-toi. sais, mais tu gueules pas parce que imagine Florida aurait gagné hier. Vous étiez pas dans le top 4, t'aurais hurlé comme un fou là. Mais moi là, juste, je défends les petites facs, tu vois, comme un peu les nôtres. Mais gros, Bah, ouais, Coastal c'est ça. Carolina, 12 victoires, 0 défaite. Cincinnati, 9 victoires, 0 défaite. Ils font passer Oklahoma devant. C'est anormal. Ah, je suis d'accord. Enfin, je sais pas, c'est pas normal. C'est-à-dire C'est quoi? quoi le Coastal message que Carolina, t'envoies? l'année C'est quoi le prochaine, ils message font, que ils font t'envoies? 20 victoires, 0 défaite. Ils sont même pas dans le top 10. Tu crois que ça va donner envie aux joueurs, aux gros prospects d'aller dans ces facs-là? Ah bah non, ils vont tous aller à Alabama, Texas, machin, parce que de toute façon, même s'ils gagnent 2 matchs dans l'année, ils vont finir dans le top 6. Au En bout d'un même moment, temps, c'est Ouais, bon, c'est tu te vrai, ça, blagues. ouais, ça c'est vrai. Au niveau du Oklahoma, recrutement, c'est vrai. Ça influence. ils ont une victoire contre l'équipe top 6 aussi, tu vois. Tu peux. Je me fais l'avocat du diable là, mais Donc ça, c'est ça veut dire encore. quoi? Nous, Ole On Miss, en on bat revient. Alabama. On bat Alabama, ça veut dire qu'on est top 10? Parce qu'on n'est pas loin de Bah, débattre, Alabama. On si t'es bat pas loin. Alabama, on est top 10? Bah, non, on n'a pas le niveau d'un top 25, hein. Donc au bout d'un moment, il faut être sérieux. Tu gagnes des matchs, Là, tu tu rentres dans gagnes le des classement de toute façon. matchs. Ouais, frérot, Et je sais puis, pas quoi c'est Non, dire. quoi mais les gars, c'est quoi le message que le comité envoie aux facs du groupe of five? C'est genre, faites des saisons de bâtards, éclatez tout le monde, sortez des victoires références, je pense notamment face à SMU ou Memphis pour Cincinnati, pour au final terminer, bon, normalement, je pense qu'il devrait être septième. Euh, Ah, je sais pas, moi, ah, je mais le trouve que vrai le message, problème, ouais, mais le vas-y. vrai problème, c'est que SMU et Memphis, ils sont où à l'heure actuelle dans le classement? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à l'époque, c'était bon, SMU était la seule équipe classée, c'était les 16e du pays, mais Memphis, même s'ils n'étaient pas classés, restait quand même un cadre du groupe of five. Et Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour comme moi, en fait, Cincinnati a gagné 31-29, ils ont gagné 49-10. non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, pour moi, le truc très clairement, c'est que ce coup de calendrier seulement intra-conférence, ça les a desservis parce que du coup, ils ont pas ces quality win que le comité aime tant et que du coup, bah, ça les dessert. Mais ouais, enfin, on peut continuer à gueuler, on peut continuer à s'énerver tant que tu gagneras pas, tant que comment ça s'appelle? Tant que tu n'auras pas des victoires contre des types top 10, contre des types de Power 5, contre des grosses équipes de Power 5, et bah tu te feras regarder de haut parce que ça va être ok, tu finis à 8 victoires, Ah, 0 défaite, mais contre des je suis d'accord ouais, avec. tu finis à 11 victoires, 0 défaite, mais tu as joué le boucher et le boulanger du coin de la rue. Ça va être ça. Non, Je mais dis pas que c'est bien, encore Guillaume, une je fois, tu suis vois, d'accord avec toi. Dans ce mais cas-là, enfin, faut pas être t'appliques, naïf, c'est très bien t'appliques que c'est comme ça, tu vois. Oui, mais gros, du coup, tu appliques aux autres équipes ce que pardon, Cincinnati se voit appliquer. Genre, si il faut
il faut regarder au vu du Covid, des matchs intra-conférences. Alors ça veut dire que tu dois relativiser aussi les performances d'Ohio State, par exemple. Et moi, je trouve que on prend Moi, je en suis le compte premier à le dire que Ohio State Covid n'a pas que leur pour place. Tu certaines vois. équipes. Moi, toute ma vie, Bah, je ça, on mets peut en je mets Texas A&M ou Cincinnati devant Ohio State, vu la saison. Et toute ma vie, tu vois, je le mets. Mais il y a un bah, moment, c'est Ouais, mais que ça quand veut même, dire qu'au début quand de même saison, on dit la présidente du comité, quand même la présidente du comité dit que Ohio State gagne pas forcément sa place sur les 6 matchs qu'ils ont remportés, bah c'est bon, t'as compris en fait. Genre, ouais. il Mm. faut oui, mais aussi attends-moi, faut que ça soit arrêter d'être clair. naïf et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On va les manifester aux portes du comité? Bah non. Mais non, Bah, mais il si faut on que ça soit pouvait, clair, c'est qu'en si début de on pouvait- saison, les équipes qui seront qualifiables pour les playoffs sont les équipes de SEC, Ohio State, Clemson, Notre-Dame, Alabama. Voilà. T'exagères, on Bah, était 14e au début de l'année, oui, Notre-Dame. voilà, mais vous êtes les seuls qui Ah, pouvaient être t'as eu dedans. Oregon, t'as eu Oklahoma, t'as eu Florida State qui l'a été aussi. C'est des grosses Voilà, équipes, mais, mais voilà. Bah, frérot, au bout d'un frère, moment, quand on a eu un précédent avec UCF qui fait saison parfaite et qui va pas en playoff, moi je suis pas étonné, tu vois, parce que voilà. D'ailleurs, l'anecdote, le CM, le community manager de UCF, il l'a bien profonde avec ce qui s'est passé avec Cincinnati. Il y a une sorte d'union sacrée des facs du groupe of five autour de Cincinnati. Non, mais c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une situation assez. On en avait parlé dans le dernier épisode de toute manière, on s'y attendait, hein, on savait que ça allait être de toute manière. Enfin, ces 4 équipes, on savait depuis même un petit moment que ça allait être celle qui sera en playoff. Voir Oklahoma monter autant, enfin, vous avez déjà tout dit avant, mais c'est un scandale, moi, à mes yeux, je trouve. Mais Ohio State, qui sont à 6 victoires, 0 défaites, et que des victoires galères face aux équipes à peu près potables, on va dire, qui sont Indiana et Northwestern. Voilà, le reste, enfin, soyons honnêtes, c'est pas des équipes qui étaient fortes cette année. Indiana qui perdent à un touchdown d'Ohio State. Hier, Northwestern, sincèrement, quand on voit la victoire d'Ohio State, première mi-temps, Northwestern qui menait 10-6 et qui les ont fait Mais après, galérer tout le match. Si Northwestern, on en parlera tout à l'heure, ne fait pas un mauvais match offensif, Ohio State perd ce match. Et même en le perdant, des fois, je me dis, est-ce qu'ils ne seraient pas encore dans le top 4, les mecs? Et puis, Sincèrement. Justin Fields n'est pas dominateur. Ah oui, bah, en plus, oui, ça a été Vous un l'avez mauvais trouvé match. dominant sur Ah cette non, non, saison? ça a été j'ai beau adorer Field, ça a été un Ouais, mauvais match de sur sa le part hier. sur le début de Ouais. saison, ouais, mais sur les gros matchs, moins, effectivement, ouais. Mais après, par contre, moi, les gars, j'ai une vraie question. Et essayez de répondre sincèrement et pas juste sur le truc. Ah, tu Demain, les il y connais. a. Oui, bah, c'est vrai, je dis ça. Demain, tu as Oklahoma, Cincinnati ou Oklahoma, Coastal Carolina. Vous avez 10 € à mettre, vous les mettez sur qui? Sur Oklahoma, bien sûr. Enfin, cela dit, Voilà. Oklahoma, Oklahoma j'hésite un peu. après, Genre, ouais, je pense Oklahoma, qu'Oklahoma ils ont Donc, au fait gagne. final, c'est pas surprendre. Et Donc, Oklahoma, au on va en final, parler c'est pas tout à si, l'heure. Non, mais Oklahoma, on donc, va au aussi en final, c'est. Oui, parler mais tout dans à ce l'heure de cas-là, leur match. oui, mais gros, dans ce cas-là, tu fais les top 4 au recrutement et à l'équipe Ouais, la c'est plus ça. talentueuse, tu récompenses plus les saisons Ah non, victorieuses, titres de sinon, il y conférence. aurait Georgia. Ouais, Bah c'est oui, mais vrai, après aussi, le but. t'as raison. Ça me Bah, Ouais, mais Georgia, eux, pendant longtemps, ils sont sur pendant longtemps, Georgia, ils ont été dans le classement et à une place qui n'était pas Attends, leur place. Je suis voilà. Oui, ils vont être voilà. Donc, 8e t'as hein, ta du réponse. classement. Vous savez très bien, ils Après vont être aussi, top 10 du classement. mais le but de ce classement, c'est de mettre les équipes les plus fortes devant. Maintenant, je suis d'accord que les équipes les plus fortes ne sont pas forcément, comment dire, celles avec. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Les équipes les plus fortes ne sont pas forcément celles avec avec les meilleurs résultats. Je m'explique. Euh, si les équipes les meilleures avaient les meilleurs résultats, euh, personnellement, j'ai Florida dans le top 4. Personnellement, j'ai Oklahoma pas loin du top 4 à l'heure actuelle. Et personnellement, j'ai Texas A&M là où ils sont. Pour moi, quand tu fais ton classement, tu cherches à mettre les meilleures équipes. Je suis persuadé, je sais pas tous les tenants et aboutissants des discussions du comité, mais j'en suis persuadé que quand ils font ce classement, ils se disent Oklahoma a gagné son championship game contre Iowa State qui était numéro 6 à ce moment-là. Cincinnati a gagné son championship game face à Tulsa qui était numéro 25 si je dis pas de conneries à ce moment-là. Donc
deux quality wins, pardon, même si celle d'Oklahoma a plus, entre guillemets, a de valeur. Mais maintenant, demain, un mec il me donne, il me croise dans la rue, il me file 10 balles, il me dit mêlée sur Oklahoma ou Cincinnati, les deux se rencontrent. Bah moi, je les mets sur Oklahoma et donc, quelque part, c'est pas représentatif de leur victoire-défaite, mais quelque part, la meilleure équipe est devant, tu vois. Bah, mais, je suis mais pas à forcément. ce Alors, moment-là, ça sert à rien de faire un classement. Ouais, de ouf. Non, mais en C'est fait, inutile. comme on disait dans le dernier épisode, c'est simple, tu lock, allez, 10 teams, voilà, tu as 10 teams, toujours les mêmes, comme chaque année, tu lock 10 teams, C'est pas et puis tu c'est fais les ça, et équipes puis tu dis meilleures à devant. l'avance, eh ben écoutez, voilà, ça sera 4 de ces 10 teams chaque année qui seront en playoff. C'est aussi simple que ça, après, faut pas mentir aux gens, tu vois, en leur faisant Mais non, espérer mais quoi que ce soit. Demain, il y a un pas question de mentir aux gens, Cincinnati-Oklahoma, je te dis, demain, on va en parler juste après du match d'Oklahoma à Iowa State. Demain, il y a un Cincinnati-Oklahoma, et ben je donne pas la victoire à 100% à Oklahoma. Loin de là. moi, si j'ai 10 euros à mettre, je les mets sur Oklahoma, tu vois. Non, mais bien sûr, quitte à les mettre entre les deux. Mais je ne peux pas te dire que le Oklahoma de cette année Ah, mais non, mais a personne une victoire non, à 100% face à Cincinnati. mais- Par contre, je peux te dire que l'Alabama de cette année ou le Clemson a une victoire à 100% face à Cincinnati. Elle est là aussi la différence. Et pareil oui, avec Ohio State. Ohio State, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup d'équipes, enfin, il y a plusieurs équipes qui affronteraient Ohio State et qui leur poseraient énormément de problèmes et qui pourtant ne sont pas autour de ce top 4 ou de ce top 5, 6, comme vous voulez. Les ouais, gars, moi, je suis on d'accord avec toi. va... Mais juste pour finir sur Ohio State, pour moi, faut pas le prendre en exemple parce que quoi qu'il arrive, on trouvera pas une logique à leur place. Donc en vrai, faut faire OK, ils sont là de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront là et fin, tu vois. Enfin, Et puis, mais c'est malheureux de dire ça, mais c'est ça en vrai. on sait que pour le comité et la NCAA en général, ne pas avoir d'équipe de Big Ten dans le dernier carré, ça serait pour eux très très compliqué à assumer, entre guillemets. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout Surtout que cas, s'il n'y a pas d'équipe de Big Ten, ça veut dire que tu as deux équipes de SEC et deux équipes de ACC. ouais, exactement. Ouais, Et ça ferait sacrément gueuler. Ouais. En tout cas, eh bien, nous allons vous présenter les championships du week-end. Il y avait donc, en parlant d'Oklahoma justement et du match face à Iowa State qui se déroulait du côté du stade des Dallas Cowboys, hein, il y a donc eu ce match qui s'est terminé par la victoire d'Oklahoma, mais sur le fil, 27-21. Beaucoup d'actions, beaucoup de suspense à la fin, et puis tout qui s'écoule d'un seul coup. Quelqu'un a-t-il envie déjà de commenter ce match et les performances un peu des joueurs? C'était peut-être pas forcément le meilleur match, hein. C'était très serré, mais peut-être pas forcément le meilleur match. Alors, moi, j'ai plutôt aimé. C'est le match que j'ai regardé à la place de Northwestern Ohio State. Et je trouve, déjà, ça ressemblait vraiment à un match, une finale de conférence, parce qu'il y avait de la tension. Il n'y a qu'à voir Matt Campbell, le coach d'Iowa State, qui s'est énervé sur les décisions des arbitres qui étaient assez scandaleuses contre les Cyclones. Je pense notamment à un faux départ de la D-line d'Oklahoma, mais qui se voit à des kilomètres. Et voilà, ça a rajouté un peu du piquant à la partie et on voyait vraiment qu'il y avait un match, une tension et c'était quelque chose qui était vraiment palpable. Et non, il faut avouer que je pense que Lyon, on a eu la même réaction, on a eu très peur parce que dès le second quart-temps, il y avait déjà 17-0 pour Oklahoma et on s'est tout de suite dit que Iowa State était déjà passé à côté de son match. Donc au final, ce ne sera pas le cas puisqu'ils ont perdu 27-21, mais ils ont entamé en fait un retour un peu trop tard. Et c'est à partir du troisième quart-temps qu'ils ont commencé à, à réaccélérer avec notamment Brissol qui est parti inscrire 2 touchdowns. Brock Purdy a fait plutôt un bon match jusqu'à la fin, mais moi je lui en tiendrai pas trop Ouais, rigueur. Mais Brock Purdy, il lance 3 interceptions, non? Moi, ouais, je trouve pas non, forcément qu'il a fait un bon match. Il a fait un match décent, mais Ah pas. non, ouais. En fait, Enfin, il a mal commencé, il s'est il, bien attrapé, puis à la il fin, a il a mal, craqué. il a mal terminé, mais en soi, il y a des. ces interceptions ne sont pas représentatives de son match, tu vois. La dernière, il est obligé de la lancer. Attends, C'est il y a une un. interception dans la end zone où il lance une jump Ah ball. non, non, non. Elle est lancée elle est Et très la mal dernière, il n'est lancée. pas du tout obligé. Et la Ouais. dernière, il peut garder. Enfin, en peut football faire américain, ça. il y a On un va terme qui s'appelle live to play another down, un truc comme ça. Enfin, genre, C'était il du follow faut. tout.
Non, mais t'es en troisième, encore t'es en quatrième, mais là t'es en troisième. Attends, la dernière, on va en parler. Juste, vas-y, Gus, fais ton résumé chronologiquement du match. Et la dernière, on va En en vrai, parler non, à parce la que fin. pour moi, dans les faits, quand je te parle de l'interception, c'est la toute dernière sur la quatrième tentative. Alors certes, avant, il a fait un mauvais play, c'était sur la troisième où il pouvait aller courir pour aller chercher la première tentative, mais il a préféré lancer le ballon pour son tight end qui n'était pas Collard d'ailleurs. Et le tight end a drop le ballon. Et là, c'est vraiment, pour moi, l'action qu'il faut reprocher à Brock Purdy, et je trouve peut-être la seule de ce match qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est d'avoir cherché à être trop beau, à vouloir gagner du terrain trop rapidement, alors que la première tentative était à sa portée. Et je pense qu'en fait, le tournant du match, il est là, parce que si cette première tentative passait, bah, il en avait quatre autres dans les 30 yards des Sooners. Et là, c'était un match complètement différent, puisqu'il restait pas beaucoup de temps. Et s'il mettait le touchdown sur cette action et que la conversion, elle passait, bah, Iowa State aurait mené 28-27. Alors moi je suis pas trop Bah, d'accord pour dire que Brock Purdy a fait un très bon match. Enfin, il a fait un match décent, mais c'était pas non plus le. Enfin, Oui, c'était. non, il n'a pas fait un très bon match. Non, mais ça, je suis d'accord, je te Non, l'accorde, mais non. il n'a pas fait dégueulasse du tout. Il était, enfin, 3 turnovers en finale, c'est quand même ouf de faire ça. C'est la raison pour laquelle Iowa State perd. Deuxième raison pour laquelle Iowa State a eu du mal, c'est le targeting, l'éjection pour targeting de Young hyper rapidement. Il me semble que c'est le deuxième ou troisième jeu du match. Ouais, Euh, c'est ça. dans le, enfin, où c'est ça, c'est Hichem Young qui prend, c'est le deuxième jeu du match, pardon, qui Ouais, prend, au break. qui est éjecté pour targeting et c'est dur parce que Hichem Young, bah, c'est un bon joueur et c'est un starter qui perd, enfin, que Iowa State perd. Encore une fois, l'arbitrage, que Mark Campbell il soit comment dire, il soit en colère, c'était normal. J'ai cru qu'il allait buter un il mec. faut en parler. L'arbitre, Faut en parler, sincèrement. l'arbitre, il était à deux doigts de se faire éclater par Campbell. C'est fou quand même. Euh, mais non, non, voilà. Moi, je pense que Oklahoma a mieux joué que Iowa State. Et c'est pour ça qu'ils sont en finale. Ils avaient plus d'expérience dans les grands matchs. Et c'est ça qui a fait que Iowa State a perdu. J'aurais aimé qu'ils gagnent pour potentiellement voir Iowa State en quatrième. On en avait parlé tout à l'heure en début du classement CFP. Iowa State, potentiellement, s'ils avaient gagné, ils auraient pu faire un truc, je pensais. Mais voilà. Enfin, Mais Iowa State, il me semble que cette saison, ils ont souvent mal démarré leur match et rattrapé. Et un peu comme Florida cette saison et surtout enfin, la semaine dernière, Florida qui jouait pas tous les cartons, bah, ça s'est vu la semaine dernière contre LSU. Et bah, là, Iowa State, malheureusement, ça s'est vu pour eux contre Oklahoma. C'était trop dur d'aller chercher Oklahoma au quatrième carton. ouais, absolument. Mais ils avaient quand même la chance enfin, ils avaient une chance de pouvoir gagner dans les dernières minutes. Et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas été assez réalistes sur ça. Mais comme tu dis, Val, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué tous les cartons. Et ça, c'est un gros problème. Enfin, la première mi-temps, ça fait 24-7 déjà pour Oklahoma. C'est compliqué à gérer. Et Et du coup, ils ne gagneront pas une finale de conférence. Ça fait depuis 1912 qu'Iowa State n'a pas gagné la Big 12. 108 ans, donc Bristol, le running back d'Iowa State, qui était auteur de 79 yards pour 23 portées, un très très et deux touchdowns, des touchdowns à chaque fois de moins de 5 yards. Hein. Donc très très bien maîtrisé quand même pour un super running back, mais très très bien maîtrisé par la défense d'Oklahoma. En face, Spencer Rattler a lancé un seul touchdown, 272 yards, et a couru pour un touchdown. Magnifique, hein, le touchdown. La Ouais, exact. séparation de Marvin Mims, waouh. Et Marvin Mims, justement, le receveur star cette année d'Oklahoma, a réceptionné 7 ballons pour 101 yards. Et donc, ce touchdown, je reviens moi personnellement à ce dernier drive de Brock Purdy qui pouvait permettre à Iowa State de passer. Il reste une minute, hein, il pouvait passer et ne donner aucune opportunité à Oklahoma de revenir au score. Il pouvait passer devant Iowa State. Alors, je comprends pas déjà l'appel de jeu qui fait que Brock Purdy doit forcément lancer deep alors qu'il reste une minute de jeu.
pourquoi autant accélérer sur l'horloge? Ça sert à rien. Vaut mieux prendre son temps. Comme ça donne pas de temps derrière pour Oklahoma, parce qu'Oklahoma, avec un field goal derrière, pouvait repasser devant Iowa State. Ensuite, sur l'action, P.O.D. est en 3e tentative. Je crois que c'est une 3-12 ou 3-13, quelque chose comme ça. C'est une 3-11. Et 3-11. ok, tu peux déjà, moi je pense que tu peux toujours. Il vaut mieux faire une passe incomplète qu'une interception. Ça peut être frappé du bon sens, mais, Non, mais oui, autant ne pas carrément. forcer. Et quand tu dis live to play another down, c'est vrai. Tu joues pour gagner le match, pas pour faire pour gagner le match en 3e. Tu joues pour gagner le match à la fin du match. Et il y avait un spy. Il y a des gens qui ont dit pourquoi il n'a pas couru. Il y avait un QB spy, c'était un linebacker, et Brock Purdy, même s'il il a bien échappé au plaquage et au sac sur ce match-là, c'est pas non plus le meilleur athlète qu'on voit sur le terrain. Et un linebacker, il me semble que c'était le linebacker numéro 8 d'Oklahoma qui était en spy dessus. Donc, il n'aurait pas pu courir pour le first down. Après, là-dessus, tu Ouais. vois, je suis pas d'accord avec toi, parce que prends tes jambes, mon pote. Au pire, tu gagnes quoi? Quelques yards, et après, tu te retrouves en 4e tentative avec des yards en moins. Attention à pas être tombé, à pas être plaqué avant dans le terrain, parce que tu peux pas. Ça allait dans le deep, donc tu pouvais pas non plus, tu pouvais plus pas avec la balle, puisque tu aurais été en 4e, tu aurais perdu du temps de ouf. Hein. Après, c'est pour ça que l'appel de jeu, je le trouve quand même très, très, très spécial, en tout cas. Voilà, et la victoire d'Oklahoma sur ce match 27-21 face à Iowa State, un match très disputé. On passe à un autre match extrêmement disputé qui aurait sûrement été élu notre match du week-end. C'est du côté de la SEC Championship qui se jouait à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Alabama qui affrontait Florida. Guigui, tu es là. On a regardé le match. On était. On t'aime. On t'aime. On est avec toi. On est avec toi. Là, pour le coup, C'est gentil. on a tous regardé ce match, et on n'a pas été déçus d'ailleurs de regarder ce match. Guigui, je te laisse nous dire les scores, un peu tout ce que tu veux dire sur ce match. Et c'est vrai que les mecs, putain, vous êtes passés à 2 doigts, quoi. Ouais. Au final, on perd 52-46. Le score est assez relatif du match. Hein. Ça a été les deux offenses qui ont donné le tempo, qui ont roulé sur les défenses. Alors autant que Alabama roule sur la défense de Florida, ça pouvait se prévoir. Autant que l'attaque de Florida roule sur celle de la défense d'Alabama, on était peu nombreux à mettre une pièce dessus. J'en faisais partie. Twitter est rempli de gens médisants qui pensaient qu'on allait mettre 3 points. Mais voilà, encore une fois, comme chaque semaine, hein, on prend les mêmes et on recommence en attaque. Hein, Trask qui finit à 26 sur 40, 408 yards, 3 TD, 0 inter. Il met un TD à la course aussi. Kadarius Toney qui fait encore qui finit la saison de façon magnifique, on va dire ça, pas franchement d'autres mots. Là, il finit à 8 catch, 153 yards d'un TD. Kyle Pitts pour son dernier match sous les couleurs des Gators qui finit avec 7 catch, 129 yards d'un TD. Trevon Grimes lui aussi qui faisait, enfin, il jouera peut-être le bowl game si on joue le bowl game, mais pour son dernier match avec un véritable enjeu, qui finit à 4 catch, 78 yards, un TD. De l'autre côté, c'est toujours les deux mêmes. Hein, c'est toujours les deux mêmes. C'est Najee Harris qui finit à 31 courses, 178 yards, 2 TD. Mais comme c'est pas assez drôle, il a mis 3 TD aussi à la passe. Hein, 5 catch, 3 TD, 67 yards. Bonjour. Et à côté, il y a un petit numéro 6, là, je sais pas si vous le connaissez bien. Attention, il pourrait monter sur quelques draft boards. Hein, Davante Smith qui finit à 15 catch, 184 yards, 2 TD. Si vous aimez les attaques, c'était un match stylé. Hein. Si vous aimez les Gators, c'était un match tendu parce qu'on a passé tout le match à courir derrière le score. Et ça se joue à des détails. Hein. On va dire, il y a. Ça s'entend peut-être, mais je suis vraiment dégoûté parce que ce match, il
il nous passe, mais vraiment pas loin. Et il y a plein de petits trucs dans le premier quart. On a Trading qui intercepte vraiment, les Américains appellent le hustle. Il vient arracher la balle des mains du receveur. Et derrière, quand il remonte, il se prend un tackle blindside monstrueux de Michi. Et il fumble, on perd la balle. On a notre tackle droit, c'est un miracle que Trask finisse la saison sur ses deux jambes tant lui il a été mauvais, qui laisse quasiment un rusher passer, on se prend Trask fumble dans le dernier quart. À chaque fois on remontait, à chaque fois Alabama remettait un coup, remettait un coup, remettait un coup. À la mi-temps, il y avait quelque chose comme 35-17 pour Alabama qui marque en 1 minute 03 avant la mi-temps, avec une superbe défense prevent qui prevent pas grand-chose, voire rien du tout. Et donc, Et une mauvaise gestion du temps sur le touchdown de Trask juste avant aussi. Ouais, j'allais aussi y venir à celui-là. J'allais faire tout un petit paragraphe sur la gestion du temps qui nous a vraiment coûté cher sur ces matchs. Mais du coup, je vais en parler maintenant, effectivement. On était sur les 1 yard donc juste avant le TD de Bama avant la mi-temps pour passer à 35-17. Les Gators se retrouvent du coup sur les 1 yard de Bama. Et en fait, quel Trask, je sais, celui-là, je vais lui mettre pour lui, parce qu'il y aura un autre pan de la gestion du temps qui sera pas pour lui, qui sera pour le coaching staff. Mais celui-là, on va dire que c'est qu'il est pour lui. Il snap la balle alors qu'il reste 20 secondes sur la play clock et que le temps continue à dérouler. Donc c'est 20 secondes qui auraient pu être déjà de moins pour Alabama pour remonter tout le terrain. Parce que entre remonter le terrain en 1 minute et en 40 secondes, tu passes d'un TD à un field goal, hein, tout simplement. Donc voilà, et après le deuxième gros point, ça a été sur la fin de match où encore une fois Kyle Pitts qui finit sa carrière aux Gators avec un catch au milieu de 3 mecs de 3 DB d'Alabama. Et en fait, déjà je ne sais pas pourquoi, on repasse à moins 8 avant l'extra point. Et Dan Mullen veut la jouer à 2 points. Et en fait, il nous restait 2 temps morts à ce moment-là. 2 temps morts et il restait 2 minutes 07. Et en fait, on prend un temps mort avant de jouer la conversion à 2 points. Conversion qui est d'abord ratée, mais passe interférence, puis rejouée et convertie par Kyle Trask à la course. Mais du coup, c'est ce qui nous fait perdre un temps mort dans l'histoire. Et qui s'avère extrêmement coûteux dans le sens où au lieu de récupérer la balle en fin de match avec 35 ou 40 secondes, on récupère la balle avec 15 secondes, 16 secondes, je crois. Et malheureusement, Trask prend un sac et le match se termine là-dessus. Donc, honnêtement, je suis à la fois partagé entre un sentiment de fierté immense du match des Gators, parce que on va leur donner ça en deuxième mi-temps. Même la défense s'est mise à jouer. Mais je crois que c'est toi, Rob, qui l'a mis sur le compte de Trick Play. Et ce sentiment, c'est ah ouais, non, mais c'est vraiment. Mais en fait, tu vois, on va dire que à 14 points, si on met pas le dernier TD, j'ai un sentiment de fierté, mais on n'a jamais été, tu vois. Genre, on n'aurait pas pu. Là, 6 points, tu te dis que ça se joue à un temps mort. Vous perdez le match. Sincèrement, vous perdez le match au fait que une mauvaise décision de Trask et du coaching staff aussi. C'est-à-dire que vous marquez trop tôt avant la mi-temps. Vous marquez beaucoup trop tôt avant la mi-temps. Vous leur laissez trop de temps avant la mi-temps. Derrière, ils capitalisent. Alors que vous récupérez le ballon en deuxième période. Si vous auriez marqué pile avant la mi-temps et que vous auriez récupéré le ballon en deuxième période, normalement, c'est notre marque de fabrique. C'était bénef, quoi. Ouais, c'est bizarre comme coaching, ça. Ah, c'est des erreurs, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport et
et qu'on vit des moments comme on les vit, tu vois. Ouais, mais tu vois, la beauté, ça aurait été que vous battiez Bama et qu'on se retrouve à discuter du On se top retrouve 25 5e, c'est ça? aujourd'hui, là. Non, non, ouais, non, mais tu vois, qu'on discute du top 25 aujourd'hui, tu Ouais, vois. je sais bien. Je peux t'assurer que j'en aurais été le premier avis, hein, mais bon, faut aussi reconnaître que la défense de Bama a su faire les stops qu'il fallait. Euh, Mac Jones fait un bon match. Maintenant, faire un bon match contre la défense de Florida, c'est pas gage de Bah, de grand surtout match. que Jones, on l'a vu, enfin, sincèrement, il a au moins 5 secondes pour lancer, quoi. C'est Oui, incroyable. et puis Enfin, Ça. et la tu peux pas te soupape de louper, quoi. et la soupape de sécurité de Najee Harris qui a inscrit 5 touchdowns quand même, hein. 5 touchdowns, ouais. Ouais, Alors, il a Najee 3 Harris, à la passe de la course. Ouais. ouais, Bah, 178 yards à la d'ailleurs, course, 2 touchdowns, et, excuse-moi Guigui, et 3 touchdowns, 67 yards à la réception. Devonta Smith, 184 yards à la réception, 2 touchdowns. Mac Jones, 418 yards, 5 touchdowns, 1 interception. En face, du côté de Florida, Kyle Trask, 3 touchdowns, 0 interception, 408 yards. Donc, on a plus de 800 yards entre les deux QB. Hein, ouais. On dirait de la Big 12. Grave. Et surtout, à la réception, encore une fois, moi je le dis depuis plusieurs semaines, et il y a toujours des sceptiques, je ne comprends pas pourquoi, mais Trask sublime ses receveurs. Enfin, tes receveurs ont progressé d'une manière exponentielle, il n'y a pas de souci, mais Trask les sublime. Kadarius Toney, 8 réceptions, 153 yards, un touchdown. Kyle Pitts, 7 réceptions, 129 yards, un touchdown. Kyle Pitts était toujours double-teamé, hein, faut pas l'oublier. Et Trevon Grimes, 4 réceptions, ouais, minimum. Des fois, j'ai vu 3 mecs sur lui. Trevon Grimes. Sur le TD, il a 3 mecs sur lui. Hein. Ouais, exact. 78 yards, 4 réceptions et un touchdown pour Trevon Grimes. Ouais. Enfin, là, vraiment, l'offense, tu vois, il n'y a rien à dire. Elle s'est battue. Elle s'est battue face à une grosse défense habituelle de Bama. Et vous avez même réussi à un moment, je ne sais plus qui, je crois que c'est Kadarius d'ailleurs, mais genre Patrick Surtain, qui est considéré comme le meilleur cornerback de la draft. Hein, c'est Grimes. C'est Grimes. C'est Patrick Grimes Surtain qui lui fait visiter du pays un peu. Ah ouais, non, mais Surtain qui était à la rue sur plusieurs séquences de ce match, quoi, alors que c'est le meilleur cornerback de la draft. Hein. Mais vraiment, par contre, si vous avez le temps, si vous avez 10 minutes, un quart d'heure, allez voir les highlights de ce match, parce que des deux côtés, il y a des jeux offensifs de toute beauté, des TD de toute beauté, des catchs de toute beauté, des courses de toute beauté. Il y a même eu, ce qui me fait légèrement chier quand même, parce que j'aurais préféré que non, mais un superbe jump de Najee Harris sur Kyrie Lamb, je crois. Et il y a vraiment eu des superbes actions. Il y a eu des beaux stops défensifs. Et encore une fois, je tiens à insister là-dessus. On a su faire des stops défensifs dans le 4e quart, ce qu'on n'a quasiment jamais su faire de la saison, en fait. Et quand là, je vais parler de ce match et de même de la saison en entier vite fait, j'y pensais sur ma petite trottinette ce matin avec mes 2 heures de sommeil pour aller au boulot. On passe littéralement à un fumble, une chaussure et un temps mort de la saison parfaite. Alors après, je sais si avec des si on fait le monde machin ou quoi, mais ça fait un peu le bon, la brute et le truand, tu vois. Et oui, si ma tante en avait, ce serait mon oncle. C'est un peu tout ça. Mais voilà, c'est un peu à l'image de notre saison. Ça aurait pu être tellement beau, ça aurait pu être tellement stylé en vrai. Je vous cache pas que. Et ce qui me fait chier en fait, c'est que ça a été dit par des mecs qui d'habitude ne nous aiment pas forcément, des analystes ou des chroniqueurs, vous appelez ça comme vous voulez. C'est que le vrai problème, c'est qu'avec nos défaites à la con, comme Texas A&M et LSU, en fait, on aurait dû se retrouver dans la position de Notre-Dame où, même avec une défaite, on se retrouve en playoff. Parce que, à mon sens, à mon point de vue, on fait partie des 4 meilleures équipes du pays. Et ça, c'est ma petite. Je sais pas si c'est une bold prediction ou pas, mais il n'y aura pas une équipe qui fera autant chier Bama que nous les avons fait chier sur cette finale. Sur les 4 équipes les 3 autres équipes qui sont en playoff, j'en vois pas une avec la puissance offensive suffisante pour tenir Alabama sur le match. Pour moi, il n'y avait que nous qui pouvions faire ça. Et on n'est pas passé loin. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça toute la saison. On passe pas loin contre Texas A&M, on perd de 3 points. Contre LSU, on perd de 3 points. Contre Bama, on perd de 6 points. C'est dommage. Et encore une fois, je pense que à cause de tout ça, je maintiens qu'à mon avis, Kyle Trask ne va pas être Heisman. Et ça va me faire profondément chier.
Mais voilà, on n'avait qu'à gagner des matchs et c'est la défense de Florida qui va coûter quasiment le Heisman à Trask. Je le dis depuis des semaines. Et ça va se confirmer, même s'ils ont fait un bien meilleur match. Mais c'est compliqué de dire ça quand tu as pris 52 points. Mais si tu regardes vraiment le match, tu vois que la défense a su faire le taf dans les moments importants, notamment encore une fois dans le quatrième quart. D'ailleurs, ils prennent 0 points dans le troisième quart aussi, au passage. En deuxième mi-temps, ils ont su faire le taf, ils sont réveillés. Malheureusement, un peu trop tard et un peu trop. Un temps mort trop tard. Voilà. Si je peux résumer ça, c'est un temps mort trop tard. Et Valentin, tu voulais ajouter quelque chose, un petit mot avant de conclure sur ce match? Ouais, alors Romain connaît ma passion pour une saga très connue du nom de Star Wars. Et je sais pas pourquoi je pensais à ça tout à l'heure, c'est par rapport à Kyle Trask. Kyle Trask, c'est un peu le Anakin. C'est le gars rempli de médicloriens, mais qui a toujours été dans l'ombre. Donc je vous rappelle qu'il a été QB2 en lycée derrière je sais plus qui, et donc du coup QB2 derrière Franks. Voilà. Derrière Derrick King, le QB de Miami. C'est ça. Et du coup, comme tout le monde sait, il devient Padawan, donc derrière Franks. Mais avec sa puissance, il se passe quelque chose où tu te dis, ouais, peut-être il va être maître. Mais si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 3, on lui refuse le rang de maître. Et c'est un peu ce qui se passe avec Kyle Trask. On lui refuse un peu ce rang de très bon quarterback college football et surtout très gros prospect pour la prochaine draft. Parce qu'on voit partout que tout le monde lui refuse d'être un premier tour, d'être un top QB de la prochaine draft. Et on sait comment ça se termine. Anakin, il s'énerve un petit peu. Et il détruit un peu tout le monde. Donc, attention à Kyle Trask. C'est un très bon quarterback. Et arrêtez de l'enterrer parce qu'on dirait qu'il y en a qui regardent vraiment aucun match de Florida et ça m'énerve. Ouais, c'est vrai, ouais. On adore Trask ici et c'est pas pour rien, surtout que d'habitude on aime bien taquiner Guigui avec ses joueurs. Hein, donc là pour le coup, c'est pas pour rien, surtout si Valentin le dit, lui qui adore taquiner Guigui. Les amis, on a terminé sur ce Florida-Alabama. Donc Alabama qui s'impose et qui reste premier du classement CFP. Tout de suite, on s'oriente du côté d'Indianapolis dans le stade des Colts, Lucas Oil Stadium, avec cette finale de la Big Ten qui opposait Northwestern, les Wildcats, face à Ohio State, les Buckeyes. Alors, tout de suite, petit spoil, hein, victoire 22-10 d'Ohio State. Pourtant, très très bon match, notamment défensif de Northwestern. Clairement, Northwestern qui menait 7-3 à la fin du premier quart-temps, puis 10-6 à la fin, à la mi-temps. On a eu ensuite, voilà. Alors Ohio State ont essayé de jouer à la passe absolument au début. Ryan Day essayait via Justin Fields. Pourtant, il utilisait aussi le running back Trey Sermon, l'ancien d'Oklahoma, hein, qui a transféré du côté d'Ohio State. On voyait qu'au niveau du rushing game, ça passait quand même face à la défense de Northwestern, mais qui restait quand même tout de même très solide. Justin Fields qui se prend une interception. Entre-temps, il y a un touchdown à la course sur le premier quart-temps de Cam Porter du côté de Northwestern. Puis, voilà, des field goals, ça punt. On se retrouve avec un score de 10-6 à la mi-temps. Reprise par Northwestern qui démarre en seconde période. Interception pour Peyton Ramsey. Et là, ça a été le début des galères pour le quarterback de Northwestern. Interception pour Peyton Ramsey. Derrière, interception, donc la deuxième du match pour Justin Fields. D'ailleurs, l'interception de Peyton Ramsey, désolé, j'ai oublié, mais c'est une très très belle interception à une seule main de Justin Hilliard du côté de Ohio State. Ensuite, donc, interception de Justin Fields. Des deux côtés, il y a eu interception à une main, une main, dont dans la end zone, numéro 16, j'ai oublié son nom au cornerback de Northwestern. Mais c'est un freshman d'ailleurs. Juste avant la mi-temps, Brandon Joseph, il fait un play. Brandon Joseph. C'était sa 6e interception de l'année. Ouais, il mène le pays en interception, il me semble, je crois. Mais il fait vraiment du lourd et ça a fait douter Ohio State et c'est ça qui est fou dans ce match. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que Northwestern repart en attaque. Peyton Ramsey, lui, se fait réintercepter. Puis Ohio State, entre-temps, ils ont compris, on arrête de jouer avec Justin Fields, on fait que du jeu à la course. Au final,
Peyton Ramsey, entre-temps, enfin, au final, le jeu à la course se développe. Peyton Ramsey, entre-temps, lui, se reprend un fumble, donc 3 turnovers pour le quarterback de Northwestern, qui clairement, enfin, je ne veux pas lui taper sur les doigts, mais après une première période plutôt stable, fait perdre le match à Northwestern. Et derrière, c'est le rushing game d'Ohio State. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Trey Sermon. C'est 29 portées, 331 yards, record en Big Ten Championship. Le précédent Et record bat le datait record d'Ezekiel Elliott. C'est ça, en 2014. 2 touchdowns pour Trey Sermon. Et voilà, en fait, ça suffit à Ohio State pour gagner ce match. Alors, d'un côté, on a un Northwestern qui a très bien joué, mais d'un autre côté, je trouve qu'à part Trey Sermon et ce jeu à la course, et un peu le réveil en deuxième mi-temps d'Ohio State, on n'a pas une grosse prestation des Buckeyes. Vous avez pensé quoi de ce match? Est-ce que, comme moi, vous y avez un peu cru pour Northwestern? Moi, c'est Moi, plus que j'y ai cru. Vas-y, Guy. Vas-y, un Gus. petit peu, ça va prendre 10 secondes. J'ai été impressionné par Northwestern et je trouve que, certes, je suis frustré pour eux, mais ils ont tenu leur rang et ils ont confirmé que leur saison, bah, c'était pas un feu de paille. Et franchement, bravo Northwestern, on l'avait pas vu venir. Je pense qu'on va réécouter nos previews de début d'année, mais on les mettait peut-être dernier ou avant-dernier de la Oh, Big Ten. c'était moi, je me sens ridicule, c'était moi. Oh, t'inquiète, gros. Ridicule. On a fait des pronostics dans la preview, on les a quasiment tous perdus, hein. On a tous été nuls. Mais ouais, non, bravo à Northwestern. J'y ai cru vraiment jusqu'au bout pour Northwestern. Enfin, pas jusqu'au bout parce que dans la fin du dernier quart, c'était plié. Mais j'y ai cru. Surtout aux interceptions de Justin Fields, je me suis dit les matchs où ils ont le plus de mal, c'est contre Indiana et Northwestern parce que Justin Fields avait fait des turnovers. Ça me fait de la peine pour Northwestern qui avaient fait une belle saison. Ils passent de 3 victoires, 9 défaites la saison dernière à tenir tête à Ohio State en finale de conférence. Donc voilà, j'y ai cru, mais dommage. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de Justin Fields ou pas? Parce que vu qu'il va être en playoff. Ouais, vas-y, dis-nous ce que tu as à dire sur la performance de Fields, très médiocre. Je vais essayer de faire rapidement. Je ne vais pas reprendre les stats, etc. Parce que c'est pas sa première de toute façon prestation qui est pas terrible, voire pas bonne. Mais alors, tout le monde le voit pick numéro 2 de la prochaine draft. Il n'y a pas de problème, hein. Pour moi, ça peut être un franchise QB, mais qui ne sera pas trop élite. Enfin bref, on verra ça plus tard. Mais au bout d'un moment, quand tu as le comité qui fait passer Ohio State pour Justin Fields, qui n'est pas bon, parce que pour moi, il est vraiment surcoté, et parce que Ohio State, pour moi, va se faire fracasser la gueule par. C'est qui? C'est Clemson? Ouais, c'est Clemson qui joue. Ils vont se faire fracasser la tête. Je veux dire, en fait, il y a trop de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a trop de choses qui fait que Justin Fields, on n'en parle pas, puisqu'on lui donne pick numéro de la prochaine draft. On le fait passer parce que on fait passer Ohio State parce que c'est Justin Fields, mais le mec, il n'est pas bon. Et pourtant, il est bien entouré, hein. Sa ligne, c'est vraiment pas mal. Ses receveurs, c'est pas mal. Ses running backs, on les connaît. Mais le mec, il continue à faire des prestations vraiment pas bonnes. Et limite, des fois, il est à la limite du désastreux, quoi. Enfin, pour son rang. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur certains matchs seulement, mais il y a des matchs où il est vraiment quali. Je sais plus quel match c'est. C'est un de ses premiers matchs de saison, il est vraiment quali. Il fait 3 incomplétions, il marque 5 TD. Enfin, voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi à ce moment-là, on crache sur Trask? Parce que lui, il fait pas de match dégueulasse, hein. Et il joue pas en Big Ten. Ouais. Perso, je crache pas sur les deux. Moi, j'adore les deux. Fields, j'adore. J'ai rien contre Justin Fields, mais pour moi, il est sous la pression. Il a l'air d'un peu craquer. Ce qui s'est passé notamment. Là, tu dis qu'il est nul. Il n'est pas nul. Il a été moins bon sur le match, mais il n'est pas nul. Tu peux pas dire qu'il est. Il est pas bon pour son rang, pour ce qu'on attend de lui contre Northwestern. Il est pas bon. Trask aurait fait ça, mais il serait fait défoncer la gueule. Ouais, j'avoue. Ouais, bah oui. Donc bon voilà, de toute façon on a d'autres choses à parler, mais de toute manière, les visions, on n'attend rien de lui et on l'engueule quand même. Bande de chiens. Ouais, mais ça c'est à cause de toi ça, mais de toute façon on en reparlera plus pendant la off-season de Justin Fields, pardon. Mais il y a quand même pas mal de questions à se poser. Alors peut-être qu'il va nous faire mentir sur les playoffs, hein, c'est ce que je lui souhaite. Mais je donne pas cher de sa peau quand même.
Si, moi je le vois bien réussir en NFL. S'il est bien coaché, bien entouré, après c'est aussi une logique pour chaque quarterback, j'ai envie de dire. On verra. On passe désormais à donc, victoire d'Ohio State lors de cette Big Ten Championship face à un très bon combatif à Northwestern. Et tout de suite, la Pac-12 Championship qui se passait du côté de Los Angeles chez les Trojans de USC qui recevaient les Ducks d'Oregon. Donc les Ducks a invité de dernière minute. Normalement, c'était Washington qui devait affronter USC, mais en raison du Covid, Washington a annulé ce match et Oregon les ont remplacés au pied levé. Alors, mon Robin, on a regardé le match ensemble d'ailleurs, c'est vrai, on était au téléphone. Mais on regarde tous les matchs ensemble au téléphone. Ouais, je trouve qu'on a une belle complicité entre nous. Sans oublier Valentin qui est toujours là. Oui, toujours, oui. En bossant, lui au travail en plus. Robin, comment tu as vécu ce match? Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par dire bonjour à tous les champions de conférence dans ce podcast, donc à moi. Ah, les gars, faut applaudir quand même. Non, c'est parce que je suis le seul. Bon, ok. Désolé, T'as beaucoup d'amis dans ce podcast, Non, apparemment. je sais, je suis pas. Heureusement que je suis là pour remonter le moral du podcast parce que voilà, champion de conférence, victoire 31-24 comme tu l'as dit. On est champion avec la manière sur ce match-là. On n'est pas champion avec la manière sur cette saison, mais on est champion avec la manière sur ce match-là. On a mis une pression défensive à Kedon Slovis. Il a été sous pression constamment. Tout le match, c'était hyper compliqué. En témoignent les 3 interceptions qu'il lance parce qu'à chaque fois, il est sous pression. Pour petite stat, Kevin Thibodeau, le sophomore qui était la meilleure recrue du pays l'année dernière, le sophomore qui fait 12 QB pression, enfin QB pressure, et qui finit avec 2 ou 3 sacs. C'est assez fou, je trouve, quand même, de mettre autant de pression. Il est hyper clutch sur la finale de l'année dernière. Il avait déjà été clutch contre Utah. Il a été encore clutch cette fois-ci. Donc voilà, il est Kevin Thibodeau qui fait un super match. La défense globale, elle fait un très bon match. On a été moins pénalisé que sur nos autres matchs, et donc ce qui nous a permis aussi de ne pas prendre trop de yards gratuits. Tyler Shaug, le QB qui est censé être titulaire, il finit à 8 sur 15, 91 yards à la passe, 2 TD et une interception, sachant qu'il a partagé aussi en 3e tentative et en 4e tentative les snaps avec Anthony Brown, qui est le QB transfert de Boston College, donc qui a joué aucun snap de la saison, mais qui lance 2 TD en 3e tentative en red zone. Donc voilà, plutôt cool. On finit avec 108 yards à la passe seulement, c'est pas beaucoup, mais c'est notre défense qui a fait vraiment beaucoup de qui a fait le travail avec les turnovers, 3 interceptions. On finit avec 135 yards à la course combinée, surtout avec Travis Dye et Sean Dollars qui finissent à plus de 50 yards pour les deux. C'était un match assez défensif de notre part, malgré qu'on marque 31 points. Mais on a été plutôt bon, moi je trouve. On a mis de l'énergie et c'est ça qui manquait à Oregon cette année, c'était qu'il n'y avait aucune énergie. Quand on venait, on était mort sur le terrain, on était mort sur le bord du terrain aussi. Alors que là, on a mis de l'énergie et c'est pour ça qu'on gagne ce match. On a gagné vraiment avec la manière, comme je dis toujours. Et voilà, on a gagné la bataille des turnovers avec 3 turnovers pour Kedon Slovis. Et à la course, on limite USC à 38 yards à la course, alors qu'on a toujours eu des problèmes. Donc, comme je dis que c'est une performance énorme défensive, c'est vrai. Voilà, on termine champion de Pac-12 sur une saison qui est un peu bizarre, parce qu'on ne devait pas y être. Mais je suis très content d'être champion et on a gagné le match, ce match-là avec la manière. On va jouer Iowa State dans le PlayStation Bowl Game le 2 janvier à 22h. Donc ça va être un match hyper intéressant contre Iowa State qui est une équipe très solide. Donc voilà, c'est une belle conclusion à cette saison un peu compliquée. Comme Valentin le dit toujours, je vais terminer sur ça et on va pouvoir passer à autre chose où vous allez pouvoir intervenir si vous voulez. Mais Valentin l'avait dit lors d'un dernier podcast, on a l'équipe la plus jeune du college football. Donc l'avenir est grand. L'année prochaine, on a une classe de recrues qui est la meilleure classe de recrues du pays. On a un quarterback 5 étoiles qui arrive, Ty Thompson, qui va potentiellement
concurrencer Tyler Shaw pour le poste de QB titulaire. Voilà, le futur est grand pour les Ducks et très content d'avoir gagné. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce match parce qu'on en avait parlé dans la preview. J'étais pas forcément content que vous ayez une opportunité comme ça d'aller en championship en récupérant la place de Washington, alors que je voyais qu'il y avait aussi d'autres équipes qui avaient du mérite. Et finalement, vous avez bien prouvé que vous n'étiez pas là par hasard. Votre défense, déjà, c'est énorme. Hein. Kevin Thibodeau, c'est un monstre. Enfin, qu'on se le dise, Captain Obvious, mais draft 2022, s'il se présente en tant que junior, le mec, il est First top pick. 5. Non, mais top 5, s'il n'est pas dans le top 3, s'il n'est pas numéro 1 du top 3 même. À ce niveau-là, en face, vous avez bien annihilé Kedon Slovis, vous l'avez mis sous pression, donc il a lancé 3 interceptions, des ballons un peu hasardeux. On fait des bisous à notre pote Charles de USC France qui était là aussi pour voir ça et qui n'était pas forcément le plus heureux du monde. Los Angeles, quand même, Los Angeles, n'importe quoi, USC, ça, Los Angeles, c'est pour ça. Ouais. USC qui a quand même un trio de receveurs très très fort. Hein. Bru McCoy, un touchdown, le Drake London, très 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 fort, et Amon-Ra St. Brown qui sera la prochaine draft avec un touchdown lui aussi. Dommage que ouais. Et Vogue. Tyler Vaughn, il a fait que 2 réceptions, 24 yards, parce qu'il a été blessé sur un énorme hit. Il a été blessé. Il n'a pas rejoué la fin de match. Donc voilà, c'est pour ça qu'il finit à 2 sur 24. 2 pour 24. Et Drake London en 3e et 4e tentative. C'était le go-to guy de Kedon Slovis. Drake London en 4e tentative. C'est un monstre. Ouais, trop fort. Et niveau défense. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi. Je termine là-dessus pour USC. J'ai rien à redire sur Oregon, Romain tout dit. Et niveau des défensifs pour USC, il y a eu quand même un match pas si mauvais de Talanoa Hufanga avec 2 sacs, 2 tackles for loss. En fait, Hufanga qui la défense à la passe, c'était peut-être pas forcément ça, mais j'en parle parce que c'est un safety que vous allez voir à la draft, important. C'était peut-être pas tellement ça à la passe, mais la défense, il était tellement énergique, tellement rapide, tellement prêt à prendre le snap rapidement et à se déplacer pour aller faire des tacles. Hein. Il termine avec 12 tacles, dont 10 solos. Franchement, chapeau pour Hufanga. Voilà, ce qui était un petit peu le seul, je dirais, rayon de soleil du côté de la défense de USC. Valentin, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, ouais, je voulais te dire, moi, ce qui me choque un peu sur cette attaque de USC, c'est surtout la ligne. Alors, il y a un guard qui est du nom de Elijah Vera Tucker qui est attendu normalement dans les 3 premiers tours, dans les 2 premiers tours de la prochaine draft. Exact. Que moi, j'avais scout comme un très bon run blocker. Mais la ligne offensive au niveau de l'attaque au sol de USC est catastrophique depuis, je crois, 3 matchs, alors qu'ils ont réussi pendant l'année, surtout avec leur running back Marquis Stepp, que j'apprécie bien. Là, sur le match, malheureusement, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble que c'était le néant. Je sais même pas s'il y avait 20 yards au sol pour USC. Et ça me paraît vraiment... Enfin, c'est pas très... comment dire, pardon. C'est pas très rassurant pour l'année prochaine parce que Kedon Slovis, comme on l'a vu, il commet quelques erreurs, même si c'est qu'un sophomore. Mais il faudrait peut-être lui installer un jeu au sol pour pouvoir le faire souffler et peut-être pas lancer 50 fois à chaque fois par match, même si ils ont Amon-Ra St. Brown, etc. Mais l'année prochaine, ils vont pas les avoir. Donc, je sais pas. C'est moi ce qui m'a un peu énervé, c'est cette incapacité au sol d'installer un jeu de USC, mais pas que sur ce match, mais sur la saison en entière. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé par rapport à ça, mais moi, c'était mon petit bémol pour eux, quoi. Ils étaient sans leur running back numéro 1, du coup c'est pour ça qu'ils ont joué avec Stephen Carr et Marquis Stepp. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué pour USC à la course. On a vraiment bien annihilé le tout. Donc voilà, ouais, c'est vrai que pour l'année prochaine, il y aura un peu moins d'armes. Il y a une belle classe de recrues qui arrive, mine de rien, pour USC en 2021. Il y a des receveurs talentueux comme Kieron Ware-Hudson, par exemple, qui avait commité à Oregon, mais qui a flip à USC au dernier moment. Donc voilà, ils ont quand même des recrues qui arrivent, mais il y a pas mal de joueurs qui vont partir à la draft, et ça va
Va falloir voir comment USC réussit à changer la tendance. Et notamment la recrue numéro 1 du pays qui n'a pas encore déclaré, qui a déjà signé mais qui n'a pas déclaré dans quelle école elle ira, mais qui est originaire de Californie, qui est Corey Foreman, le D-line, et qui devrait vraisemblablement, si tout va bien, qui s'est engagé du côté de USC. À voir. En tout cas, belle victoire. Félicitations, Robin, champion de Pac-12. Merci, ça fait plaisir. Du côté de, cette fois-ci, l'ACC, Clemson qui affrontait Notre-Dame, donc la revanche après la victoire de Notre-Dame pendant la saison régulière. Augustin, je pense que nous passons une page un petit peu plus amère. Donne-nous tes impressions sur ce match et voilà, les scores, les stats, ce que tu veux. Alors, amer, non, parce qu'il s'agit toujours de Clemson et perdre face à Clemson de Trevor Lawrence, qui puisait, et ne rend jamais amer la défaite. Alors, certes, je suis frustré parce que on n'a pas joué à notre niveau et je pense qu'il faut féliciter Clemson parce qu'ils ont sorti un match incroyable. Je pense notamment à leur défense. Il y avait beaucoup de personnes qui s'extasiaient sur Trevor Lawrence et qui faisaient du quarterback de Clemson le game changer par rapport au match aller, on va dire, de ce match. Et en fait, ce ne fut pas le cas du tout. Ça a été la défense et notamment la D-line de Clemson qui a permis aux Tigers de gagner. Brian Breeze, Miles Murphy et un autre dont j'ai oublié son nom, c'est beaucoup trop fort. Et pour la première fois depuis que je suis Notre-Dame, et je dis bien la première fois, j'ai jamais vu notre ligne offensive être aussi malmenée. Bon, il nous manquait Jared Patterson, mais à côté, on avait 4 lines NFL et ils ont vraiment sous-performé. Et ça a mis Ian Book dans des très mauvaises conditions pour jouer. Et pourtant, Ian Book, il n'a pas fait un match dégueulasse parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il a lancé pas mal de ballons en début de match parce que je pense que Clemson a été traumatisé de notre jeu à la course et notamment de Kyron Williams à l'année. Donc ça lui a laissé des fenêtres ouvertes. Et c'est des fenêtres qu'il a réussi à trouver. Et ça, je le blâmerai pas. Mais à partir d'un moment, ça ne marchait plus parce que Clemson nous mettait tellement de pression que Ian Book n'avait, même s'il y avait des gars ouverts, il ne lançait pas le ballon parce que je pense notamment à une action dans le deuxième quart-temps où Avery Davis, il est complètement ouvert. On peut aller chercher le first down très facilement et il ne le trouve pas parce que Avery Davis drop le ballon. Et je pense en fait depuis ce moment-là, Ian Book n'a plus eu confiance en ses receveurs. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être sur la pente descendante parce qu'on a fait un très bon début de premier quart-temps avec une interception de Kyle Hamilton. En défense, on leur mettait vraiment la pression. On a fait des 2 drives magnifiques, mais qu'on n'a pas réussi à conclure. Enfin, on a mis un field goal et après, Jonathan Dorer, il a raté le deuxième. Et voilà, c'est à partir de ce deuxième field goal raté que Clemson a gagné. Et Gus, en face, tu as pensé quoi? Parce que maintenant, ils font partie aussi des gros prétendants, je dirais même le plus gros prétendant face à Bama au titre des CFP. T'as pensé quoi de la performance de Clemson et de l'équipe en général? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont vraiment très bien rattrapés. Le retour en défense de Skalski, leur linebacker, il a été d'une utilité incroyable. Et non, en fait, je pense que là où Clemson peut rassurer pour la finale que tout le monde annonce face à Alabama, c'est la défense. Et si cette défense continue à jouer comme ça, je pense que Bama est trop fort, mais ils leur poseront tellement de problèmes. Parce que si tu arrives à passer la D-line, tu dois te taper les linebackers, puis les DB qui sont plutôt bons. Je pense notamment à Derion Kendrick ou à Nolan Turner qui joue un très bon safety. Et voilà quoi, et sur toutes les lignes, c'est bon. Et la défense fait gagner des matchs aujourd'hui. Bon, même si cette année, on a vu qu'il y avait des scores fleuves un peu partout, je reste convaincu que c'est la défense qui te fait gagner un match. Et c'est la défense, ce week-end face à Notre-Dame, qui a permis à Clemson de gagner le match 34-10. Même s'ils n'ont pas provoqué de fumble,
d'interceptions. C'était une masterclass défensive et à cela, tu ajoutes une piètre partition offensive de Notre-Dame et même défensive, hein. Je ne parle pas des deux courses de Travis Etienne où il va tout droit, personne pour le plaquer, plaquage raté de Sean Crawford, puis Trevor Lawrence qui marche tout droit alors qu'on aurait dû lui casser les genoux au moins 3 fois. Voilà, Clemson a super bien joué, bravo à eux, mais nous on a aussi sous-performé et je pense que ça permet de relativiser un petit peu la performance de Notre-Dame et les conclusions hâtives en mode Notre-Dame n'est pas fait pour ce niveau. Je pense qu'il y a un gap d'écart, mais on a joué très loin de notre niveau et c'est ce qui me rassure un petit peu pour la suite. Et j'aimerais terminer avec une chose. J'en parlais avec Valentin dans la nuit hier. En fait, ce qui manque à Notre-Dame, et ce qui fait la différence entre toutes les autres facs et Clemson, Ohio State et Alabama, c'est la différence de talent. Vous allez me dire, c'est bête de réfléchir comme ça, mais t'as beau avoir les meilleurs coachs du monde, euh, un super QB game manager, quelques playmakers, si t'as pas plus de... Notre-Dame, j'estime qu'on a 5 joueurs NFL dans notre roster, on a 5 stars, les équipes comme Clemson en ont au moins 12 ou 13. Et ce sont ce genre de joueurs qui te font gagner un match sur une réception de malade. Je pense notamment à A.J. Williams, bon, évidemment Trevor Lawrence, à cette D-line de Clemson. Et voilà, pour moi, le gap, il était là. C'était le talent. Et on paye, je pense, notre manque de talent. Mais bon, voilà, je suis quand même fier de l'équipe. Clemson mérite sa victoire. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas une humiliation. Euh, je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, mais je crois qu'on a prouvé cette saison notre niveau en battant Clemson, en battant North Carolina, voilà, en gagnant tous nos matchs. Et cette place en playoff, vu qu'on est quatrième, elle n'est pas du tout volée. Et on verra de quoi l'avenir sera fait face à Alabama. Même si on a peu de chances de gagner, j'ai quand même un infime espoir. Et tout est possible sur un match de football. Et moi, j'espère qu'ils vont se remettre de cette défaite face à Clemson qui vont se servir de cette défaite face à Clemson pour se motiver et aller faire un gros coup et glaner une de nos plus grosses victoires de l'histoire de Notre-Dame. Eh bien, très bien, les amis. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match? Moi, j'ai bien aimé. Vas-y, Val, tu veux y aller? Non, j'allais dire qu'il avait très bien résumé, donc Ouais. Moi j'allais dire, ouais. ouais, c'est ça, il a très bien résumé. Et je suis. Comment dire? Je pense que le tournant du match, tout à l'heure, tu avais parlé du tournant du match avec Avery Williams. Je pense que le tournant du match aussi, c'est le field goal manqué après avoir que Doer ou Droer, enfin, le kicker, Ouais. qui met un field goal de 51 yards pour le premier, et Et ensuite il après, rate un truc de 24 yards Ouais. hyper facile parce qu'à mon avis, il avait pris la conf. Et je pense que c'est aussi un tournant parce que enfin, c'est simple à dire, hein, mais à 6-0, c'est pas le même match. C'est pas une avance de ouf, mais t'as pas les mêmes. Et d'autant Comment dire, plus que t'as sur pas le ces même deux drives, on t'as aurait pas pu le même marquer un le play touchdown. calling, c'est ça. Et tu vois, Et s'il y ouais. avait 17-10 à la mi-temps, c'était pas pareil. Tu Et, vois. et- et clairement, psychologiquement, je trouve que pour Clemson, être mené 6-0, bon, mené 6-0, c'est rien parce que tu mets un TD, on l'a vu, Trevor Lawrence, il met un TD en quoi 4 jeux, un truc comme ça. Ouais. Euh, Ouais, mais, euh, parce que mais DB, comment c'était. dire, psychologiquement parlant, je pense que même pour Notre-Dame, c'est mieux d'être là, d'être à D'accord, je suis 6-0. d'accord. Hmm. Et donc, le tournant du match aussi, c'est le field goal qui est là. Et je suis déçu pour Notre-Dame. Je voyais évidemment Clemson gagner, mais Ouais, moi aussi, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est une déception et j'aimerais ajouter que là où nos coachs avaient fait une masterclass, pardon, que ce soit au niveau de la défense ou de l'attaque, là ils se sont complètement loupés. Très bien, très bien. Eh bien, en tout cas, voilà, vous aurez l'occasion éventuellement de vous retrouver en finale des playoffs, hein? Qui sait? ouais, bien sûr. Pour la belle. En tout cas, voilà, victoire de Clemson qui prend sa revanche, hein, sur la précédente victoire de Notre-Dame.
On va terminer là-dessus avec les championships du Power 5 très rapidement. Désolé qu'on n'y passe pas plus de temps, mais c'est un peu compliqué avec le timing. Voilà. La MAC Championship, déjà qui se jouait quasiment en même temps, qui avait démarré une demi-heure avant le match d'Oregon dans la nuit de vendredi à samedi, et qui opposait Ball State à Buffalo. Du côté de Détroit au Ford Field chez les Lions. Victoire 38-28 de Ball State, étonnamment, les Cardinals en fait qui ont été menés tout le match, mais à chaque fois qu'ils rattrapaient Buffalo, en fait c'était Buffalo qui marquait, Ball State qui égalisait, et ainsi de suite, jusqu'à la deuxième période où, non, jusqu'à la fin du deuxième quart-temps où Ball State ont inscrit dans le deuxième quart-temps 28 points contre 7 pour Buffalo. Ball State qui sont passés complètement devant, et en deuxième période, Buffalo n'a pu inscrire qu'un touchdown et Ball State a 3 points, voilà seulement, et aucun point au quatrième quart-temps. J'ai un peu regardé ce match. C'était sympa à voir, c'était très surprenant de voir Ball State aussi bien jouer. Je pensais que Buffalo allait avoir un avantage certain, mais finalement ça n'a pas été le cas. Et à noter aussi que Jared Patterson n'a pas eu autant de toucher, autant de courses qu'on l'aurait souhaité du côté de Buffalo, sachant que c'est Kevin Marks qui a le plus couru avec 9 portées pour 93 yards et un touchdown. Voilà, victoire. Juste Elio, Ouais. juste sur Buffalo, ils ont très bien compris comment stopper Patterson aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné la balle Ball à State, quelqu'un ouais, tu veux d'autre. dire. Oui, Ball State a bien stoppé Patterson. Ils ont très bien compris, ils ont très bien regardé les vidéos des autres matchs, donc c'est pour ça qu'ils ont donné la balle à un autre, parce que Patterson, dès qu'il était là, il était stoppé, donc ça ne servait à rien de le faire jouer. Très bien, très bien. Du côté ensuite, on avait un Tulsa Cincinnati, les amis, un Tulsa Cincinnati très très important, ce match en American Conference. Très important pour les. Gros bisous à Cincinnati, France. Hein. Ouais, vraiment, cœur sur lui. Cœur sur toi, t'es un vrai. Ça fait hyper plaisir d'avoir un mec comme ça dans la communauté, donc hyper cool. Ouais, tu souffres surtout. Ouais, non, mais c'est ça. Faire des saisons malades pour on est avec toi. Faire défoncer à la fin, pardon. On est avec toi et ouais, non, c'est en tout cas très belle équipe cette année. Donc voilà, victoire 27-24 de Cincinnati sur Tulsa. Les deux équipes elles se sont rendues vraiment coup pour coup. À chaque, dès que ça marquait, l'autre équipe marquait en face. C'était à égalité la plupart du match. Cincinnati marque un field goal à la dernière minute quand le temps expire. Je pense que le meilleur joueur du match, c'est Alec Pierce de Cincinnati, le receveur, le blanc, le numéro 12 là. Il est vraiment trop fort. C'est un scandale comment il est fort. Il fait des catchs à une main, il fait des TD, il met des TD, il est trop fort. J'adore ce joueur. Si jamais vous avez l'occasion de regarder Cincinnati, vous avez eu l'occasion de regarder Cincinnati, vous avez vu la connexion Desmond Riders Alec Pierce. Encore une fois, ça a bien marché avec 146 yards. Desmond Riders qui finit à 269 yards. Tulsa, c'était un match hyper serré. Tulsa avait de l'espoir jusqu'au bout. Cincinnati qui finissent invaincus et qui vont aller avec un bowl. Donc Cincinnati sera qualifié pour le Peach Bowl contre Georgia. On refera la review rapidement de tous les matchs, de tous les bowl games pour les semaines suivantes. Donc voilà, ils vont avoir l'occasion d'affronter une équipe de Georgia et de montrer au comité qu'ils ont vraiment fait une erreur en ne les choisissant pas pour les playoffs, selon moi. En ce qui concerne le match, c'était un beau match. C'était en même temps que Florida Alabama, donc j'ai regardé en double écran. Un autre match que j'ai regardé en double écran, on va passer rapidement dessus, c'était Boise State San Jose State. Donc victoire 34-20 de San Jose State avec une performance XXL de Starkel, de Nick Starkel, le QB de San Jose State qui finit à 453 yards. Boise State qui ont vraiment eu du mal en début de match. Ils étaient menés 19-6, mais c'était que du San Jose State, même si le score était assez proche. Très belle victoire des Spartans qui finissent la saison invaincus. Donc ils finissent 24e du classement. Du coup ils remportent la Mountain West.
Dommage pour Boise State qui ont joué contre deux grosses équipes, BYU et San Jose State, et qui se sont fait battre par les deux équipes. Donc voilà, ils ne gagnent pas la Mountain West avec des uniformes qui étaient d'ailleurs très jolis. Donc voilà, beau match, 34-20. Rien à dire de plus. C'était encore une fois Nick Starkel qui a fait un super match. Et dans l'autre, il y avait un match vendredi. C'était Marshall contre UAB, victoire de UAB un peu à contre-courant, je trouve, 22-13 face à Marshall. Donc voilà, rien à dire de plus sur le match. Deuxième victoire en Championship Game en 3 ans pour UAB. Intéressant pour les Blazers. Eh bien, on va terminer là-dessus. Juste, Augustin, peux-tu nous citer les quelques bowls principaux que tu as sous les yeux qui viennent de sortir, les bowls officiels? Alors, déjà, mauvaise nouvelle pour toi, à Maryland, vous ne participerez pas à un bowl. Mais bon, Ouais, c'était pas un bowl. Donc, ouais, ça ici, aurait vous été savez- bien, mais bon, voilà. je vous explique vite fait. En CFB, on parle des bowls du Nouvel An. Donc, il y a le Cotton Bowl, le Peach Bowl, le Rose Bowl, le Sugar Bowl, le Orange Bowl et le Fiesta Bowl. Donc, c'est les 6 meilleurs bowls du pays. Alors, mercredi 30 décembre, au Cotton Bowl, les Florida Gators, pardon, qui vont affronter les Sooners de l'Oklahoma. Donc là, gros match, hein, Kyle Trask contre Spencer Rattler. Le 1er janvier, il y a le Peach Bowl entre Cincinnati et Georgia. Dans la soirée, il y aura aussi évidemment le Rose Bowl, mais qui ne se jouera pas à Pasadena au Rose Bowl, au stade Rose Bowl, puisqu'il se jouera à l'AT&T Stadium. Ça sera entre Notre-Dame et Alabama. Dans la soirée, il y aura aussi le Sugar Bowl entre Ohio State et Clemson. Et le lendemain, le samedi 2 janvier, il y aura Texas A&M UNC. Puis, dans la foulée, un magnifique Oregon-Iowa State lors du Fiesta Bowl. Et oui, pour vous préciser, évidemment, le Sugar Bowl et le Rose Bowl, ce sont les demi-finales de playoff. Alors, et juste, je dis ici, si Notre-Dame bat Alabama, j'achète un maillot Yen Book à Gus. Vas-y. Eh ben, très bien, pari tenu. C'est pas mal celle-ci. Les amis, merci de nous avoir écoutés. Vraiment, il y a trop de maillots en jeu. Valentin, il a le maillot trop facile. Hein. C'est la foire. Ouais, mais je gagne à chaque fois, donc ça va. Tu sais, je prends des paris qui sont pas trop difficiles en vrai. Ouais, enfin, j'attends toujours le mien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, frérot, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions. Hein. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, salut tout le monde.